Bonjour à toutes et à tous. On est heureux avec Myriam Tréchet-Paxca de vous accueillir pour ce webinaire qui tournera autour de la taxonomie européenne et qui a pour titre Quel industriel choisir pour mieux répondre aux enjeux de la taxonomie européenne. La physionomie du webinaire, je commencerai par vous donner les enjeux de la taxonomie européenne parce que c'est une jungle euh, qu'on a réussi à éclaircir de manière à pouvoir le partager avec vous. Ensuite, on donnerait la parole à Myriam qui décrira comment Target répond à ces enjeux-là. Et ensuite, je donnerai quelques éléments complémentaires et on répondra à vos questions que vous pourrez poser par chat. Bonjour Myriam, à t'accueillir. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, merci Eric pour l'invitation. Je suis Myriam Tréchet-Paxca, je m'occupe de développement durable et d'affaires publiques pour l'Europe chez Target. Bien sûr, le développement durable, c'est un engagement fort de Target. C'est un domaine qui bouge beaucoup en ce moment. Il bouge beaucoup parce que les enjeux sont importants, mais il bouge aussi beaucoup à cause des évolutions réglementaires. Et mon travail chez Target, c'est d'identifier ces réglementations et comment notre entreprise doit s'adapter aussi au contexte réglementaire. Si on a anticipé, c'est très bien, et c'est ce qu'avait fait Target, donc ça facilitera notre adaptation à l'évolution réglementaire, mais ce sont vraiment des enjeux très très importants dans le secteur de la construction aujourd'hui. Le webinaire, et tu n'as pas précisé que c'était une série de webinaires qui sont organisés par Upcycléa et chacun traitant d'un aspect de cette taxonomie et de la gestion du patrimoine circulaire. Je trouve que c'est une très bonne initiative d'Upcycléa et encore une fois, merci pour l'invitation. Merci Myriam. Et je pense que c'est d'autant plus important que tu sois présente, c'est que tu vas pouvoir justement apporter toute ton expérience et personnelle et en tant que représentant de Target pour en faire bénéficier les personnes présentes. Je trouve que c'est important parce qu'on est face à, je trouve, à quelque chose qui tient lieu pour moi un peu d'une révolution réglementaire. Je suis Eric Elodie, je suis le directeur général et cofondateur de Psychia. On est spécialisé dans l'économie circulaire depuis 2007. On a introduit le CREDL en France, qui est la norme internationale de l'économie circulaire pour les produits. On a développé depuis 2016 une plateforme pour gérer un patrimoine en économie circulaire. Et ce que je voulais vraiment avec Myriam vous montrer, c'est comment se préparer, parce qu'on va voir que 2023 est une année vraiment cruciale pour se préparer par rapport aux nouveaux enjeux réglementaires, notamment celui de ce qu'on appelle la finance durable. Et ça, c'est c'est là où je mets la révolution. C'est que jusqu'à présent, bon, on avait des rapports financiers et des rapports extra-financiers qui étaient un petit peu, on va dire, légers, et y compris ce qu'on appelle le NFRD. L'Europe a voulu, dans le cadre de son Green Deal et du pacte vert, changer les règles. Et c'est devenu hyper précis, ce qu'on voulait partager avec vous. Donc je vais commencer déjà pour partager de l'information sur quelles sont les nouvelles règles qui vont être applicables dès 2025 au niveau européen, donc en France. Une chose qui est importante, j'étais il y a 2 semaines à un salon sur la finance durable à Deauville, Time to Change. Et ce que disaient tous les investisseurs financiers, ils disent maintenant, les critères ESG sont au même niveau que les critères financiers. C'est-à-dire que de même qu'on a mis en place toute une organisation pour pouvoir avoir des agences de notation, des gendarmes de la bourse, etc. En fait, tout ce qui a permis de réguler la finance pour avoir la transparence qui permettait ensuite d'investir en toute connaissance de cause. Maintenant, on est en train de déployer ces mêmes structures autour des critères ESG que les investisseurs eux-mêmes. Donc, c'est pas nous, Myriam ou Eric ou Target ou Psychia qui sont depuis longtemps des militants dans le domaine de l'écologie qui disent ça, ce sont les investisseurs financiers eux-mêmes. Vous allez comprendre pourquoi. Donc tout part du Green Deal du pacte vert européen de 2009 et très rapidement ensuite, il y a eu la volonté justement d'établir un règlement de la taxonomie européenne, où on dit aussi taxinomie en français, mais en fait on a adopté un peu le terme anglo-saxon de taxonomie. Ce règlement, c'est donc un règlement, c'est-à-dire il ne passe pas devant les parlements nationaux des pays membres pour être éventuellement amendé.
il s'applique tel quel. Ce n'est pas une directive, c'est un règlement. Et son but, en gros, c'est de permettre, et c'est vraiment orienté autour de la finance durable, c'est de permettre d'établir un système de classification qui puisse permettre à une entreprise de démontrer son degré de durabilité à travers le pourcentage d'activité durable qui représente, qui constitue son chiffre d'affaires notamment, pas que, aussi bien d'un point de vue environnemental que social, donc on est vraiment à la ESG, de manière à pouvoir à ce que des investisseurs financiers ou des banques qui font des prêts à impact puissent comparer et orienter leurs investissements ou leurs prêts, on va dire, bonifiés. Donc c'est vraiment quelque chose en fait qui est en train de se déployer très rapidement, on va voir comment. Et l'idée est assez simple, c'est de se dire, voilà, l'Union européenne a identifié 6 objectifs environnementaux: atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, utilisation durable, protection des ressources aquatiques et marines, l'actualité avec ce qui se passe au niveau de l'eau robinet en France, transition vers une économie circulaire, prévention et réduction de la pollution, protection et restauration de la biodiversité des écosystèmes. Et si moi, entreprise, j'ai une activité durable, ça me demande, voilà, pour qu'elle soit considérée comme durable, cette activité, ça me demande de choisir au moins un de ces 6 objectifs, un ou plusieurs, et du coup d'être conforme à certains screening criteria, donc des critères d'examen technique qui permettent de dire oui, c'est vrai, cette activité-là que tu as est bien jugée durable du point de vue de ces critères-là. Et non seulement donc il faut qu'on ait une contribution positive à ces un ou plusieurs objectifs, mais également qu'on ne cause pas de préjudice aux autres critères, aux autres objectifs. Donc on va avoir à la fois des critères d'examen par rapport à la contribution positive en fait aux objectifs que j'aurais choisis et par rapport à la non-contribution négative à des objectifs que je n'aurais pas choisis, donc les objectifs restants, évidemment le tout dans le respect des critères sociaux qui sont assez basiques puisqu'en fait c'est se conformer aux règles de l'OIT. Donc là, vous avez un exemple. Donc, il y a un article qui est important, c'est l'article 8 de la taxonomie, parce qu'il dit en fait comment on va s'y prendre pour pouvoir vérifier, puisque ce que dit la taxonomie dit qu'il faut qu'on ait des indicateurs qui soient à la fois mesurables et vérifiables par des tiers indépendants. Donc, ça va ressembler à ça. Pour une activité donnée, je vais avoir une partie de mon chiffre d'affaires et par rapport à mes investissements sur des actifs, en fait, la partie du CAPEX ou de l'OPEX, qui permet, sur l'activité qui a été jugée comme durable, de dire, ben voilà, le pourcentage qui caractérise mes activités durables dans mon entreprise. Si bien que donc, si je suis un fonds action, par exemple, qui investit 30% de cette entreprise, 50% dans celle-ci et 20% dans celle-là, sont le pourcentage d'activités durables qui vont donc caractériser les activités durables de chacune des entreprises, j'ai, entre guillemets, la note ESG, si je puis dire, du fonds action. Donc c'est vraiment important de voir ce qui est en train d'émerger, d'autant plus que ça s'accompagne en fait d'une refonte de l'ancien rapport extra-financier, le NFRD, auquel un certain nombre d'entreprises étaient soumises. NFRD, c'est pour Non-Financial Reporting Directive, donc une nouvelle directive qui, elle, pour le coup, a été adoptée au niveau européen en décembre dernier et rentre en vigueur donc début janvier. Et là, comme c'est une directive, par contre, celle-ci, en fait, à 18 mois maximum pour être adoptée au niveau des pays membres, donc passer devant les différents parlements nationaux. Et ce rapport extra-financier, lui, il vient en fait apporter beaucoup plus de rigueur par rapport à la directive NFRD précédente, étendre le champ d'application, on verra acquis, de ces informations, des obligations d'information, donc extra-financières, de demander de l'assurance, donc de la preuve par rapport aux informations qui sont mises en matière de durabilité, et évidemment de publier ces informations, donc en conformant aux normes obligatoires en matière de durabilité dans l'Union, c'est-à-dire en gros de manière concomitante avec le règlement de la taxonomie européenne. Donc on a des différentes règles qui venaient différents, on va dire, horizons et différents règlements européens qui convergent en fait vers la taxonomie et cette directive CSRD. Cette directive, qui, comme je disais, en fait remplace la NFRD, donc son équivalent français, qui est donc les directions, le rapport en fait extra-financier, donc devient la CSRD, donc applicable à partir de 2025. Donc tous les États membres devront l'appliquer à 2025 pour ces entreprises. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait le seuil est abaissé en termes de nombre de salariés. Donc toute entreprise qui dépasse au moins 2 de ces 3 critères-là, en termes donc salariés, en termes de chiffre d'affaires ou en termes de total de bilan,
donc, sont soumises dès 2025 à un rapport extra-financier de type CSRD sur les données 2024, bien sûr. Avec la version française, donc, comme je disais, en fait, qui sera définie au plus tard, en fait, donc en juillet 2024, sachant qu'entre la NFRD et la DPF, il n'y avait pas eu de grosses différences. Ils avaient juste sorti ici, à l'époque, les sociétés anonymes du scope, mais c'était à peu près tout. Et on voit ensuite, ça concerne aussi les entreprises beaucoup plus petites, donc à condition qu'elles soient cotées, entre 10 et 250 salariés, et les entreprises non européennes qui sont donc comme les succursales ou qui génèrent en fait du chiffre d'affaires dans l'Union. On passe en gros de 17 000 entreprises ici, environ 50 000 entreprises d'après les estimations de l'Union européenne. Donc ça couvre beaucoup plus de monde. Et vous voyez en fait les termes d'application, ça veut dire que l'année 2023 va être une année charnière pour pouvoir s'adapter, se préparer donc à fournir de 2024 qui seront vertueuses, séduisantes pour le rapport qui sera émis en 2025. Concrètement, typiquement, quand je dois remplir mon rapport extra-financier, on va retrouver, comme vous le voyez ici, finalement l'expression des thèmes qui sont les 6 thèmes qui sont au niveau de la taxonomie européenne. C'est là où on voit que les deux en fait ont fusionné entre donc la directive et le règlement de la taxonomie. Et donc on a un certain nombre de règles de transparence, donc des European Sustainability Reporting Standards, avec à l'intérieur desquels on retrouvait des règles, des informations donc transparentes, des disclosure requirements, qui vont permettre, par rapport à tous ces éléments-là que vous avez sous les yeux, de pouvoir apporter des preuves très concrètes et très pointues. Aujourd'hui, ces documents-là sont consultables, ils existent à l'état de draft depuis novembre, ils sont en train d'être consultés, d'être justement débattus. Ça s'arrête au mois de mai, en fait, tout ça, et l'idée, c'est de les publier au journal officiel européen, donc d'ici juin. Pour vous donner une idée, si je veux pouvoir donc répondre aux critères, donc aux disclosure requirements qui sont dans chacun de ces éléments-là qui constituent mon rapport extra-financier, pour vous donner un exemple, au niveau climate change, il faut non seulement que je donne des informations sur les scope 1 et les scope 2 en termes d'émissions carbone. Pour rappel, scope 1 et scope 2, en gros, c'est les émissions qui sont liées à l'utilisation directe et indirecte, qui sont liées à l'utilisation d'un produit, par exemple une chaudière, je sais pas, appelée bois, ce qu'elle émet en fait en CO2 en usage, c'est du scope 1. Le fait qu'on vienne la livrer en pellet bois pour qu'elle puisse fonctionner, donc le carbone qui est nécessaire à l'approvisionnement, c'est du scope 2. Par contre, le carbone qui a été nécessaire à la fabrication de cette chaudière ou à la production des pellets bois, de l'extraction à la fabrication, sa maintenance, sa fin de vie ou son recyclage, tout ça, c'est ce qu'on appelle le embodied carbone, le scope 3. Aujourd'hui, ça, c'est assez maîtrisé. Ça, dans 95% des cas, ça ne fonctionne. Ça crée un vrai problème pour les propriétaires des usagers de ces produits-là quand ils doivent sortir le scope 3 des produits qu'ils utilisent. Sur la pollution, donc on est sur pollution de l'air, de l'eau, du sol, sur l'identification de substances problématiques, également sur des effets financiers. Dans la taxonomie, il y a un principe double matérialité. Ça veut dire que d'une part, en fait, on doit montrer ce qu'on fait du point de vue de l'environnement, du point de vue ESG, et en même temps, on doit mesurer les impacts positifs ou négatifs de l'application de telles mesures pour mesurer aussi donc l'impact financier, les effets financiers. C'est ce qu'on appelle un principe de double matérialité. J'ai pris un autre exemple qui est celui donc du Resource Use and Circular Economy. Donc, vous voyez, ça va très loin, puisqu'en fait, il y a cette notion de resource inflow. Donc, en gros, si j'ai par exemple un bâtiment, je veux connaître le tonnage total de bâtiments, de produits qui sont entrants. Donc, en gros, il faut littéralement peser son bâtiment sur la base des produits qu'il constitue. Dans ces tonnages entrants, quelle est la part de recyclé, de réemployé, de biosourcé? Et dans ce qui sort, puisque évidemment, les ressources sont très sources dans un bâtiment, il faut avoir décrit comment je plan en matière de gestion circulaire de ces ressources-là. Dans ce qui sort, quel est le tonnage sortant, ce que ça devient, est-ce que c'est enfoui, réemployé, incinéré, recyclé, upcyclé. Et pareil pour les déchets, en fait, ainsi que leur destination, avec pareil un calcul d'effets financiers. Donc c'est très exigeant. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que, là je vous ai mis la bibliographie, donc ça c'est important parce que c'est une jeune, en fait, vraiment la taxonomie et tous les documents afférents. D'ailleurs, ils sont en train de travailler pour réintégrer tout ça, pour le rendre accessible. Bon, là, je vous ai fait un travail de recensement, vous pourrez aller voir.
Donc, comment se préparer à la taxonomie? Encore une fois, 2023, c'est une année charnière par rapport à des données de 2024 qu'il faudra mettre dans le rapport de 2025. Tout ça, évidemment, pour atteindre, si possible, avant 2050, parce que tout le monde se fait une course maintenant, anticiper le 2050. Encore faut-il avoir les moyens de prouver la neutralité carbone. Ça passe par, on le voit, caractériser le patrimoine. Donc, qu'est-ce que j'ai comme produit dans mon patrimoine? De quoi sont faits ces produits qui constituent mon patrimoine? D'où la nécessité de caractériser ces produits et évidemment de connaître leur quantité au sein des bâtiments et de mon patrimoine, de le mesurer facilement, de sortir des indicateurs au niveau CO2, santé, circularité. On n'est plus que sur le carbone, hein, même si c'est un catalyseur. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on s'intéresse aussi à la pollution, à la santé, on s'intéresse aux ressources, on s'intéresse à la pollution, etc. Et derrière, de s'organiser pour que, OK, certes, on fait du réemploi qui permet de baisser la consommation carbone. On va parler beaucoup, je pense, avec Target. C'est aussi surtout important de faire de l'éco-conception. Comment choisir les bons produits qui sont propices à la santé, au bas carbone et à la circularité. Et derrière, comment je vais gérer ces produits-là une fois qu'un bâtiment a été rénové ou construit, qui a été livré. Comment je vais gérer ma ressource, parce que c'est inutile et contre-productif de créer un bâtiment hyper vertueux en bois, isolation paille, enfin, avec un très beau bilan carbone si pendant la vie où on fait l'usage du bâtiment, ça part en incinération ou en enfouissement. Donc, des données, encore des données. Nous, tous nos clients sont aux abois, en fait. Ils viennent beaucoup vers nous pour justement nous dire aidez-nous à caractériser notre patrimoine, y compris le patrimoine existant. On les aide à caractériser les produits qu'ils peuvent utiliser grâce à des acteurs comme Target et d'autres. Et d'ailleurs, on les aide évidemment à faire le reste. Mais tout ça n'est possible que parce que le building block, la brique de base, c'est le bon produit bien caractérisé. Et c'est là, en fait, je me proposais, Myriam, si tu veux bien prendre la suite, de donner la parole. Merci Eric. Donc, je te laisse partager ton écran. Il semble que c'est fait. Oui, ça arrive. Voilà. Alors, merci Eric encore une fois pour cette invitation. Donc, on a suivi les développements ces dernières années des travaux sur la taxonomie européenne. Et puis, on essaye aussi d'anticiper comment elle s'applique pour nous, ou pas, on va en discuter, mais aussi comment nos clients doivent la prendre en compte et vont devoir y répondre. Et c'est là tout l'intérêt aussi de la collaboration avec Upcycléa. Mais tu reviendras là-dessus lorsque j'aurai expliqué comment nous, on peut intervenir dans tout cela. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Target, Target est une entreprise française qui compte 12 000 collaborateurs, un acteur majeur dans le domaine du revêtement de sol avec 33 sites industriels, 9 centres de recyclage, des centres de recherche en Europe. C'est une empreinte industrielle très importante pour nous. Nous produisons en Europe, nous produisons là où sont nos clients, donc aux États-Unis, en Asie également, parce que c'est très important de coller vraiment aux besoins de notre marché. Il y a un environnement réglementaire qui est spécifique à l'Europe et c'est sur celui-là et c'est de cela dont on va parler. Donc notre offre, elle est multi-produit. Donc on vend des revêtements de sol vinyle, du linoléum, du textile, du parquet et des revêtements de sol sportifs qui vont être utilisés dans tous les types de bâtiments. Donc fatalement, nos clients qui gèrent des patrimoines immobiliers, que ce soit public ou privé, vont être amenés à devoir répondre à cette taxonomie et à des contraintes de reporting extra-financier. C'est la santé, le troisième âge, l'enseignement, l'habitat, les bureaux, les boutiques et bien sûr les bâtiments sportifs. Target s'est engagé à lutter contre le changement climatique et à créer une économie circulaire. Utiliser des matériaux de qualité, dépasser les normes et assurer des standards élevés de produits en termes d'émissions. Donc la taxonomie aujourd'hui pour Target, alors juste, je ne vais pas faire plus d'informations sur l'engagement de Target sur le développement durable. C'est un élément essentiel de la stratégie de l'entreprise. Et vous comprenez maintenant pourquoi ces aspects de taxonomie sont très importants pour nous. C'est comment nous, on va pouvoir répondre à tout cela
capitalisant aussi sur tout ce qu'on a pu faire pour aider nos clients à être plus vertueux. Et c'est typiquement là qu'on va pouvoir agir. Parce qu'aujourd'hui, la taxonomie climat et économie circulaire, qui est vraiment au cœur, les deux aspects sont au cœur de notre stratégie. Quelle est la place du revêtement de sol? Aujourd'hui, les activités de production de revêtement de sol ne sont pas directement éligibles à la taxonomie climat, économie circulaire. Déjà, pour l'économie circulaire, comme l'a dit Eric, c'est toujours en cours de développement. Là, le projet d'acte délégué vient d'être publié, donc il y a encore beaucoup d'analyses à faire, il va y avoir des discussions. Mais l'enjeu de la taxonomie, c'était bien sûr de cibler les entreprises et les secteurs industriels les plus émissifs en CO2. Donc oui, le bâtiment est très émissif en CO2 et il va falloir maîtriser les émissions de CO2 des secteurs du bâtiment, de la construction sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Et ce sont elles qui sont génératrices de déchets. Target, produisant des revêtements de sol, est un contributeur, mais ce n'est pas la cible directe de la taxonomie. C'est ce qu'on appelle, Myriam, je dis ça pour nos auditeurs, ça s'appelle une activité habilitante qui Voilà, permet de rendre les activités durables. Enabling exactement. activity. Ouais. Donc l'enjeu pour nous n'est pas de nous répondre à la taxonomie climat, économie circulaire dans notre reporting, quoique nous le fassions déjà. Les entreprises peuvent aussi le faire de manière volontaire, mais c'est surtout d'aider nos clients qui, eux, vont intégrer nos revêtements de sol dans leur bâtiment, au stade du projet, dans leur gestion, pour la rénovation ou à la déconstruction, pour justement les aider à consolider, inventorier, consolider les revêtements de sol ainsi que les autres matériaux pour pouvoir calculer leur empreinte carbone, montrer leur évolution positive et comment ils arrivent à réduire leur impact climatique au cours du temps, puisque ce reporting va être annuel. Donc les entreprises du bâtiment et les gestionnaires, les gestionnaires d'actifs immobiliers vont devoir démontrer qu'au cours du temps, ils font des progrès et ils réduisent leur impact environnemental. Donc, ils vont devoir connaître l'inventaire de leurs produits, des produits dans les bâtiments et l'impact de chacun des produits individuellement. Alors, Target soutient ses clients dans cette démarche. Depuis 2011, on a engagé une démarche pour l'économie circulaire et elle nous permet aussi de réduire nos propres émissions de CO2. Mais elle est aussi importante pour que nos clients puissent atteindre leurs propres objectifs. Donc, très rapidement, on a développé des démarches d'éco-conception basées sur les principes cradle to cradle. Nous réutilisons des matériaux. En 2023, on a ainsi pu recycler 17% de matières premières secondaires. Donc ça réduit l'impact carbone de l'entreprise, mais ça réduira aussi l'impact carbone de chacun des produits qu'on mettra sur le marché. On développe aussi l'usage d'énergie renouvelable. Tout ça, ça va se retrouver dans l'empreinte carbone de nos produits. Et puis, on a développé aussi des systèmes de collecte et de recyclage des revêtements de sol en fin d'usage ou des chutes de pause sur les chantiers, ce qui nous permet aussi d'agir sur la fin de vie du produit et ces produits pouvant être recyclés en nouveaux produits. Donc tout ça, quelque part, ça doit contribuer. Donc les éléments de base qui permettent d'avoir ces informations en France, c'est les FDES, les fiches de données environnementales et sanitaires pour les produits avec l'empreinte carbone, ce qui va servir à faire l'analyse de cycle de vie du bâtiment, avoir des certifications, etc. Mais c'est aussi ces informations sur l'empreinte carbone des produits qui vont devoir être consolidées. Ensuite, on a nos éléments sur la transparence. La transparence est important parce que pour pouvoir engager une économie circulaire, il faut connaître la composition des produits qui rentrent dans la composition, dans la construction du bâtiment. Donc, on a des MHS qui sont une description complète de la composition des produits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle chez Target la transparence radicale. C'est une transparence complète sur l'empreinte carbone, la composition, bien sûr, la possibilité de recyclage des produits. Et si tu permets, Myriam, un point important, parce que moi, comme vous êtes très engagé dans le Cradle depuis longtemps,
c'est notamment les MHS et le Cradle Cradle qui dit en fait, on ne va pas se contenter de savoir s'il n'y a pas telle molécule toxique. On vous demande de 100% en fait des Exactement. molécules qui constituent vos produits de manière à être sûr qu'on n'est pas en train de passer, comme on vient d'avoir l'exemple de l'eau, on s'aperçoit qu'il y a 30% de l'eau du robinet qui est polluée parce qu'on n'avait pas vu une certaine Oui, molécule de pesticides. On voit exactement. la totalité du constitut, donc on a une vraie Voilà. état de transparence. Donc ça, c'est le prérequis. Donc ça, c'est l'information que l'on donne à nos clients sur chacun des produits qui va entrer dans le bâtiment. Donc derrière, la question du passeport produit, elle est dans la réglementation, mais on n'est pas encore arrivé au stade où tous les passeports produits sont développés, etc. Il va y avoir des discussions. La solution qu'on a trouvée, et c'est là qu'intervient l'importance de la collaboration entre des producteurs de matériaux et les clients qui vont avoir ces obligations, c'est d'avoir un endroit qui dispose déjà d'une information sur la composition des produits, base de données, produits, c'est ce que fait MyUpcyclea. Donc les produits Target sont identifiés dans MyUpcyclea. Donc là, j'ai fait une copie d'écran du catalogue Target. Vous voyez l'évaluation, il est cradle to cradle, etc. Les différents indicateurs donnent l'information sur la recyclabilité, l'énergie, le recyclage, etc. Donc, ils sont identifiés. Donc, ça, c'est la maille. Et puis, pour chacun des produits, on va avoir une fiche d'identification, le passeport fabricant, le produit, des documents qui permettent d'apporter les preuves et une synthèse qui donne empreinte carbone et la réponse aux différents critères du système Upcyclea. Une fois qu'on a fait ça, bah, on n'est pas encore arrivé au bout. Et c'est là que, par rapport à d'autres bases de données, produits, matériaux, etc., l'intérêt de MyUpcyclea, ça va être dans l'identification de la destination de ces produits, parce qu'Upcyclea n'est pas juste une base de produits de construction, c'est aussi une base de données qui va être liée au bâtiment. Et on va pouvoir connaître où sont situés les produits dans le bâtiment. On va pouvoir suivre la rénovation et on va pouvoir aussi consolider ces informations pour répondre aux exigences de reporting pour les produits. Donc, je vais repasser la parole à Eric, puisque c'est lui qui va nous expliquer la mécanique derrière MyUpcyclea pour permettre aux gestionnaires de patrimoine de répondre aux exigences nouvelles de la taxonomie et du reporting extra-financier. Merci Myriam, alors je vais reprendre la main. Et tout à l'heure, je disais juste précédemment, les données, les données, les données. C'est vraiment ça qui fait défaut aujourd'hui, hein. On a beaucoup de clients foncières et bailleurs qui justement viennent nous voir en disant mais comment on va faire parce que on nous demande de calculer des choses, mais on n'a pas la donnée, on ne connaît pas nos produits pour le faire. Donc, et c'est pour ça que Target et des acteurs en comme Target en fait sont là pour pouvoir aider. Typiquement, quand on conçoit un bâtiment, ça c'est un principe en fait, d'ailleurs auquel on a contribué à créer dès 2015, c'est le principe du bâtiment banque de matériaux, en anglais BAMB, Building as a Material Bank. Et c'est d'ailleurs là-dessus de ça qui est en train d'être aussi réglementé au niveau européen, ça sera plutôt 2025 je pense. C'est Digital Product Passport dont parlait Myriam, et que nous on a anticipé depuis 2016 sous forme de passeport générique et de librairie de passeport circulaire et de librairie de passeport circulaire. L'idée, ça consiste à dire quand je vais rénover un bâtiment, a fortiori que je vais le construire, je vais faire en sorte de faire en sorte que les produits soient les plus démontables possibles et les mieux caractérisés possibles avec des passeports, dans lesquels je n'ai pas que d'informations carbone, mais aussi j'ai quelles sont les prochaines vies, quelle est sa composition, parce que si on doit faire quelque chose en fin d'usage de ce produit-là, s'il n'est pas réemployé mais upcyclé, peut-être que je ne vais pas recycler ou upcycler de la même manière une moquette en polyester, en polyamide ou en laine. Donc, de savoir la part de recyclé, la part de biosourcé, s'il y a des éléments toxiques ou pas. Donc, de l'information, de la transparence, ce que permet d'apporter ces passeports-là, et auxquels, évidemment, on contribue pour des raisons évidentes, en fait, et vertueuses, Target. Donc, le fait d'avoir de l'information, c'est-à-dire que quand on définit un bâtiment, on va avoir les différents produits qui le composent, les quantités, les localisations, et le passeport qui va caractériser le produit en question. Je peux vous montrer rapidement
quoi ça ressemble. Vous pouvez d'ailleurs, c'est une librairie qui est en accès gratuit. Vous pouvez aller sur le site psyclair.com, vous créez un compte en ligne en créant sur connexion et vous aurez accès en fait à cette librairie-là, puisque nous aussi en fait on joue à fond la transparence, puisqu'il n'y a que la transparence qui permettra de pouvoir permettre la collaboration et derrière de créer des écosystèmes de régénération des ressources. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous montrer le détail des produits Target, mais on va trouver un certain nombre de choses qu'a un petit peu montré tout à l'heure Myriam, juste pour vous dire que quand les fabricants rentrent de l'information sur la part de la composition, etc., ils vont également indiquer, ils vont aussi dans un espace privé des preuves par rapport à leurs affirmations, c'est-à-dire qu'on met à la disposition des clients de ces produits-là, une information qualifiée, c'est-à-dire que si Target a dit j'ai pas telle part de recyclé sur ce produit-là, etc., j'ai telle empreinte carbone, etc. Dans un espace privé, ils ont mis une preuve qui vient d'un label, qui vient d'un laboratoire, etc. Et si cette preuve est vérifiée par un tiers, ils ont un picto coloré, et sinon, si c'est autodéclaratif mais sérieux, un picto grisé. Et si le fabricant n'a pas apporté de preuve, ça ne correspond pas en fait à ses affirmations, eh bien, il n'y a pas de picto. Donc la donnée, c'est important, mais il faut une donnée qui soit qualifiée et qui permette en fait justement de pouvoir renseigner, comme on l'a vu tout à l'heure, les différents onglets sur la composition. Pour vous donner une idée, c'est important parce que c'est pour pouvoir collaborer, pour pouvoir automatiquement trouver des débouchés à des produits. Il faut aussi, donc c'est ce qu'a fait Target ici, puisque c'est des comptes gratuits qui sont donnés aux fabricants pour qu'ils puissent les saisir. On a dû créer une nomenclature universelle pour que tous les fabricants parlent le même langage. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire j'ai une moquette à polyamide, l'autre une moquette en nylon, sans savoir que c'est la même chose. Donc, on a vraiment en fait une nomenclature universelle matière pour que tout le monde parle le même langage. C'est ça qui va nourrir les algorithmes. Le référentiel, c'est le Cradle pour la partie non-toxicité. Donc là, s'ils disent oui, il n'y a pas de molécules toxiques, ils ont peut-être un certificat ou une preuve. En l'occurrence, ils ont pas mal de certificats Cradle qui prouvent que c'est vrai. Donc ça, c'était pour dire en fait tout ce que du coup, dès le moment où on a un passeport, donc des produits caractérisés, on peut répondre donc à pas mal d'informations qui sont demandées donc, par les disclosure requirements du rapport extra-financier. On pourra du coup, puisqu'on a de l'information carbone dans les passeports qui souvent proviennent des FDES, ils font un coup double en fait, les fabricants, ils vont pas, s'ils ont fait un travail payant d'un côté, ben, ils vont le rentrer dans un autre support gratuit de l'autre, il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Et puis, quand ils n'ont pas de FDES, parce que ce sont des fabricants étrangers, ben, ils passent par leurs EPD. On a à peu près 10 000 passeports circulaires, en fait, dans la base Psycléa pour 3 500 FDES. Donc, on a beaucoup d'autres produits, et c'est en croissance, bien sûr, qui aussi n'ont pas de FDES, mais qui ont pu déclarer, malgré tout, du carbone, des informations carbone à travers les EPD qui sont fait évaluer. Donc, évidemment, il faut un calcul. Donc, c'est ce que produit, par exemple, un outil comme Alipiglass, c'est ce que disait Myriam, parce qu'on ne tente pas de mettre à disposition de la donnée. D'ailleurs, on est capable d'importer, de caractériser donc, les produits qui constituent un bâtiment, c'est-à-dire des quantités de cette cloison caractérisées par ce passeport-là. Et comme on a la performance environnementale et les quantités des produits, on calcule différentes empreintes carbone, de type RE1, de type embodied carbone. Donc, on peut répondre à ça. On calcule en fait donc le degré de non-toxicité pour être capable de prouver l'impact si on utilise des revêtements de sol par exemple, à quel point en fait c'est sain et à quel point il n'y a pas de substances préoccupantes. On est capable aussi de voir la part de recyclé, de biosourcé, puisque dans le passeport, donc on va mettre la part de recyclé ou de biosourcé pour un produit donné, dont on a vu avec Myriam, c'est ça le cercle vertueux, parce qu'ils ont mis en place un programme Restart qui permet de récupérer des produits usagés ou des chutes de pause. Et du coup, ça permet d'être injecté dans le processus et donc d'augmenter la part de recyclé, baisser l'empreinte carbone. Donc, on est vraiment dans du cercle vertueux. Mais également faire des calculs en termes de combien ça peut me rapporter si je devais donc récupérer la valeur économique résiduelle de ces produits en fin d'usage. Donc, pour faire des calculs sur l'impact financier, l'impact et donc les opportunités que ça permet de faire, d'avoir un bâtiment géré en économie circulaire et éco-conçu donc en économie circulaire à travers ces calculs de signature circulaire. Donc ça couvre une partie de ces rapports-là. Maintenant, comme je vous disais, comme on est capable de pouvoir importer toutes ces produits, ces masses-là de produits, de les lister de manière exhaustive, caractérisée par ces passeports, donc voilà, bâtiment par bâtiment, et donc au niveau d'un patrimoine,
repérer de manière cartographique, pardon, avec les différents gisements qu'ils constituent, caractérisés par leur passeport, leur quantité, leur disponibilité, leur état d'usure, l'état de démontabilité, bah, ça nous permet en fait de pouvoir connaître le tonnage des produits qui constituent mon patrimoine et les flux au fur et à mesure que je fais de rénovation, et de pouvoir du coup, on l'a vu, aussi rajouter la partie réemployée, puisqu'on peut dire par exemple que ce gisement-là, c'est peut-être un gisement qui est issu du réemploi. Là, du coup, peut-être qu'on aura nous ce qu'on appelle un passeport générique avec données individuelles par défaut, sauf si on sait que je récupère un produit Target bien identifié, là, auquel cas, je pourrais lui appliquer le passeport fabricant créé par Target, ce qui permettra aussi de dire quelle est la part de produits réemployés en masse dans le bâtiment. Donc ça, c'est la partie éco-conception, et on voit que la donnée est majeure pour savoir quel produit choisir, et ensuite, sur la base de ces produits choisis, bien choisis et caractérisés, pouvoir avoir une banque digitale des matériaux qui constituent mon bâtiment ou mon patrimoine. Et pour la sortie, le resource outflow, ben là, c'est pour ça que bon, nous, on est un vieil acteur, si je puis dire, de l'économie circulaire depuis maintenant, depuis 2007. Donc, on a vu ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, ce qui marchait ou pas, et on a vu qu'il y avait besoin de limiter la nature, qui est d'ailleurs le base, le principe Cradle-Cradle, donc de pouvoir, ben, quand j'ai des gisements qui sont sortants, d'avoir des algorithmes qui vont pouvoir, puisqu'on a une bibliothèque d'acteurs qui ont des besoins en réemploi en matière première secondaire, comme Target qui a des besoins en matière première secondaire, ou des acteurs qui ont des besoins en réemploi, on est capable en fait ici de pouvoir automatiquement faire matcher des gisements avec des besoins à travers des acteurs intermédiaires. Dans le cas de Target, ce serait juste le programme Restart, le transformateur intermédiaire, parce qu'on a toujours besoin de transformer un gisement, ne serait-ce que pour le déposer, le transporter, peut-être le stocker, le transformer chimiquement, etc., ou mécaniquement quand c'est nécessaire, ou le reconditionner, pour répondre aux besoins, à la qualité attendue par celui qui a le besoin. Donc, Target a un programme packagé qui s'appelle Restart, mais quand ce n'est pas le cas, quand on n'est pas sur du Target, on peut en fait ajouter une chaîne de transformation. Là aussi, il y a une bibliothèque qui permet de dire bah, je vais déposer, je vais transporter, je vais stocker, etc. Et de connecter ça aux acteurs concernés pour pouvoir pour pouvoir répondre aux besoins et suivre ensuite l'acheminement de la ressource. Et en appuyant sur un bouton, savoir les déchets évités, le CO2 évité, l'eau économisée et le bilan économique de chaque opération. Et ça permet de répondre justement au resource outflow, c'est quel est mon processus de gestion d'économie circulaire, qu'est-ce que j'ai mis en place éventuellement les partenaires pour pouvoir, ou des outils qui sont, comme je disais, des activités habilitantes. Et quand ça sort, ces produits-là, quand je dois, pendant la vie de mon bâtiment, ce tonnage va sortir, ce que ça devient, que ce soit que des déchets parce que je n'ai pas pu ni les recycler, ni les upcycler, ni les réemployer, ou des ressources usagées, leur destination et leur tonnage. Ce qu'attend en fait donc, le rapport extra-financier, en tout cas le numéro 5. Voilà en fait rapidement. On va prendre vos questions. Il nous reste 20 minutes. Juste pour vous dire, si vous souhaitez vous aussi témoigner, apporter de retours d'expérience, vos propres solutions qui contribuent donc dans le domaine de la taxonomie à la décarbonation et à l'économie circulaire, n'hésitez pas. Ce qu'on fait avec Target, ce qu'on a fait la semaine dernière avec Vinci, ce qu'on fera avec d'autres les prochaines semaines, a pour vocation justement aussi de nous faire tous évoluer, faire prendre conscience que c'est par notre collaboration, chacun dans le domaine respectif, qu'on peut créer de la valeur qui va permettre d'industrialiser l'économie circulaire et de changer de paradigme industriel. Voilà. Donc je vais. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Myriam, avant qu'on prenne des questions éventuelles? Non, je pense qu'il va y avoir des questions. J'ai déjà vu des mains levées. Ok, bah, donc je vais prendre, on va prendre les questions. Euh, alors, j'ai Étile France. Donc, je crois que c'est Marcelo. Marcelo, si vous voulez poser votre question, c'est Oui, possible. bonjour, Wolfgang Lechnik des Team France. Ah, pardon. Oui, Allez-y. vous m'entendez? Allez-y. Parfaitement. Bonjour à tous, merci pour la présentation. J'avais une question concernant votre nomenclature universelle pour tous les fabricants accessible gratuitement. Aujourd'hui, quels sont les types d'utilisateurs qui viennent récupérer de l'information sur cette base? Est-ce que ce sont des clients distributeurs, par exemple,
de Tarkett, des installateurs? Quelles sont les typologies d'utilisateurs de cette base? Bah, ça va être beaucoup en fait les architectes, les maîtres d'œuvre, les entreprises qui sont à la recherche de produits vertueux. D'autant plus que maintenant dans les CCTP en fait il y a de plus en plus d'exigences en matière justement enfin, de santé ou de l'emploi et autres. Donc ils vont consulter cette base-là, faire de la recherche pour pouvoir sélectionner, comparer et sélectionner des produits. Et j'ai une dernière question par rapport à cela. Quand vous parlez de nomenclature universelle, est-ce que cette nomenclature est franco-française pour l'instant ou elle se base sur un cadre européen déjà en place? Hélas, non. En fait, en 2016, on s'est posé la question, on a regardé ce qui existait au niveau dans le BIM, qui existait au niveau des nomenclatures sur les métaux, sur les plastiques. On a trouvé que des choses qui étaient soit parcellaires, soit trop génériques, en fait, trop haut niveau. Donc, on a dû, c'est une nomenclature pour l'instant que nous, on est prêt à partager, mais en tout cas, qui est, entre guillemets, enfin, qu'on a dû, en fait, en R&D produire et qui s'enrichit puisqu'en fait, on a déjà 4000 termes dans cette nomenclature-là, donc on va très loin, mais si éventuellement un fabricant a un produit avec une molécule qu'on n'avait pas identifiée, eh bien, il s'enrichit au fur et à mesure des demandes des fabricants. D'accord, merci. Donc, oui. Alors, je crois qu'il y avait une autre question, me semble-t-il. Je ne vois plus la main levée. Marcelo, Ah bah une question. c'est Marcelo, en fait. J'ai une question. Alors, on va autoriser le micro. Pardon, je n'ai pas ouvert le bon micro tout à l'heure. Désolé, Marcelo. Oui, super. Bonjour à tout le monde et merci pour la présentation. C'était vraiment clair. Donc, je travaille chez Tarkett avec Myriam et côté industriel, on se rend compte que on a de plus en plus de bases de données sur le marché et j'ai l'impression que les bases de données, chacune s'oriente vers un sujet différent. Donc là, je vois qu'il y a des bases de données qui sont plus orientées pour le cas France à des calculs réglementaires RE 2020. Là, je pense que vous êtes plutôt en ligne avec la taxonomie et le reporting extra-financier. Ma question, vous, pour la France, vous êtes accrédité logiciel RE 2020. Vous faites des ACV bâtiments avec... enfin, je pense que oui, mais est-ce que vous avez l'accréditation d'un point de vue réglementaire? Alors, on fait le calcul RE 2020 pour les composants, donc le IC composant, le IC construction, mais on n'est pas accrédité, puisque pour être accrédité, il faudrait aussi qu'on s'intéresse aux aspects énergétiques, aux aspects usage. Nous, on ne s'intéresse pas à ça. On est vraiment focalisé en fait sur les composants. Donc, on permet de calculer, de faire des simulations et de calculer facilement la partie composante, si je puis dire, de Ouais, RE2020. matériaux. Mais du coup, en fait, on n'est pas accrédité puisqu'en fait, on ne s'intéresse pas en fait à la partie énergie. Ok. Par ailleurs, c'est une bonne question, Marcelo, en fait, parce que ce qu'on a vu, et ça c'est le résultat de notre expérience, parce qu'en fait, l'économie circulaire, ça demande beaucoup d'expérience et donc il ne s'agit pas juste d'aller chercher de l'information, GS1, INIES ou autre, en fait, pour ensuite faire une start-up, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de cette information. Mesurer le carbone, c'est bien, mais d'une part, c'est pas parce qu'on sera sous les 2 degrés ou même les 1,5 degré qu'on va sauver la planète. Il reste le problème de la pollution, il reste le problème de la biodiversité, il reste le problème de la raréfaction des ressources. Donc, si on réussit le carbone, ça ne veut pas dire qu'on aura réussi le reste. Aujourd'hui, on Oui. voit qu'on a un énorme problème sur l'eau, donc il va devenir, à mon avis, bien plus urgent rapidement que celui du carbone. Bon, maintenant, voilà, on est très monocritère en fait au niveau dans le mainstream, donc on est tous à fond sur le carbone, mais l'économie circulaire c'est beaucoup plus large que ça, et Tarkett l'a compris depuis longtemps, parce que c'est pour ça que vous avez pris le Cradle, c'est très holistique. Vous regardez la santé, vous regardez toutes les molécules, vous choisissez les bonnes, mauvaises molécules, vous les éliminez. Vous Oui, regardez en fait la partie production énergétique et puis la partie donc eau, etc. Donc tout ça fait c'est une vision globale, holistique, bien sûr. écosystémique, l'économie circulaire. Donc, juste dire, voilà, j'ai l'empreinte carbone, c'est un petit peu le schéma que je montrais tout à l'heure, c'est que inventorier, bon déjà, il faut d'abord inventorier, et ça,
on peut très bien, il faut se poser la question de savoir si c'est bien inventorié en termes d'exhaustivité, c'est rarement le cas. Mais surtout, il faut se dire, en fait, qu'est-ce que ça devient? Au-delà des indicateurs, c'est ce que je montrais ici tout à l'heure, c'est que d'abord, il faut que je puisse inventorier, caractériser, et pas uniquement le carbone, c'est ce que proposent les passeports. Donc, aussi au-delà, au niveau international, on s'intéresse au niveau international, on est un SAS international, on n'est pas juste sur la Euro-20 française, mais également les autres indicateurs, et il faut pouvoir les calculer facilement. Hein, en calculant sur un clic, si je prends j'avais un produit, je remplace par un produit Target, il est plus bas carbone, il y a plus de recyclé, etc. Je clique, je vais remplacer, ça doit se voir tout de suite. Et derrière, comment s'organiser, parce qu'il va y avoir une cohérence tout au long des cycles de vie du produit, de la déconstruction jusqu'à l'exploitation, et ce de manière circulaire, pour que je puisse, ok, j'avais un produit dont j'ai mesuré le carbone, éventuellement la santé et la circularité, mais comment je vais faciliter le réemploi? Notre plateforme permet de mettre en contact ceux qui ont des besoins et des gisements via des transformateurs intermédiaires pour rendre le réemploi effectif, passer du diagnostic au réemploi, ça c'est important. Et surtout, et vous contribuez beaucoup à ça, c'est comment je vais faire en sorte de ne pas reproduire les erreurs du passé, c'est-à-dire construire des bâtiments où rien ne peut être séparé avec des produits dont j'ignore tout. Donc ça s'appelle le bâtiment de banque de matériaux. C'est là qu'interviennent les passeports qui sont holistiques dans leur définition. Je sais si je choisis un produit qui est bon pour la santé, avec des prochaines vies, faible en carbone, beaucoup de recyclés, etc., que je vais pouvoir récupérer. Donc une bonne éco-conception pour préparer quoi? Le futur resource management, la gestion circulaire des bâtiments une fois qu'ils seront rénovés ou livrés. Donc finalement, là on est en train de solder l'éco-conception du passé, enfin la non-éco-conception du passé, le réemploi du passé, et là on est en train de préparer le réemploi et le recyclage du futur avec tous les acteurs qui sont présents. Donc c'est vraiment important de savoir ce qu'on met dans les produits, dans les bâtiments, et de faire en sorte qu'on puisse récupérer le produit le plus facilement possible, c'est-à-dire le moins cher possible en fin d'usage, parce que s'il n'y a pas une équation économique valide, on n'aura pas une émergence forte de l'économie circulaire. Non, je suis tout à fait d'accord avec l'approche holistique en allant au-delà du carbone. Ma seule inquiétude, et je pense que ça doit être l'inquiétude de tous les fournisseurs, de tous les industriels, rien que sur la France, je sais que je suis sollicité pour renseigner des données sur 3-4 bases de données. Chaque base de données je pense que chacune a des atouts différents, comme je disais avant. Et ensuite, si on prend l'Europe, donc je sais qu'il y a des bases de données à renseigner, des attributs dans le UK, il y en a une pour le Benelux. J'ai juste peur qu'à la fin, on s'en sorte pas. Et au final, il faut qu'on choisisse les bonnes bases de données en fonction de ce qu'on veut mettre en valeur. C'est vrai, de toute manière, c'est un marché qui est naissant, donc forcément, nous, on a commencé il y a longtemps, et puis d'autres arrivent un peu de manière opportuniste sur le marché. Ce qui compte, en fait, c'est dans le long terme, est-ce que c'est juste une base de données, ou est-ce que justement, en fait, c'est tout un système ou un écosystème qui va faire en sorte, en fait, que derrière, ça va être utile. Encore une fois, si c'est juste pour faire la RE2020 française, je me coupe en fait du marché où il n'y a pas de RE2020, ce qui est dommageable. Qu'est-ce que je vais dire à mes clients? Est-ce que j'ai juste à mon client, j'ai un produit bas carbone, ou je lui dis j'ai un produit en fait qui s'inscrit dans une chaîne vertueuse circulaire qui va faire que vous allez pouvoir prétendre à dire l'activité moi de construction de rénovation que j'ai, elle est durable. Donc vous ouvrez en fonction du choix, du potentiel, de ce que vous offrez à travers vos produits bien sûr et l'information attachée à vos produits. Vous ouvrez le champ de la durabilité des activités de vos clients qui vont pouvoir juste dire j'ai un produit bas carbone ou qui est sous le seuil de la RE2020 ou un produit qui en plus en fait je suis capable de montrer l'effet santé, de montrer l'effet préservation de la ressource, de répondre à la taxonomie européenne, de sortir les indicateurs, donc qui est le service que grâce à vous, oui, bien et sûr. ça c'est vraiment un conseil mais je pense que vous êtes très conscient de ça, mais en tout cas tous les fabricants, c'est juste d'avoir le produit le plus vertueux possible et le plus efficace possible, performant techniquement, etc. Et également toute l'enveloppe, tout le packaging qui va permettre au client justement de pouvoir afficher toutes les vertus que vous lui apportez, compte tenu de ce qui est demandé et ce que demandent aujourd'hui les financeurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, vos produits, parce qu'ils sont ce qu'ils sont, et si vous avez cette information, puisqu'elle remonte en fait par exemple à une foncière,
un actif, on va dire un asset manager dans l'immobilier, ben lui, il va attirer des investisseurs grâce à vous, de Eh oui, manière bien sûr. Ouais. dire, en Non, je trouve. cascade. Mais c'est ça important en fait, c'est ça qui est important et comment il va le faire davantage parce que vous aurez fait le choix de, voilà, de mettre en valeur, de rendre visible vos produits avec le plus grand potentiel derrière. Et encore une fois, la data c'est bien, mais elle doit servir à quelque chose. Oui. Non, je suis très content. Je trouve que Upcyclia, c'est une super plateforme et c'est à l'avenir. Peut-être que là, enfin, je pense que là, avec les exigences CSRD et de la taxonomie, ça va vraiment booster Upcyclia. Oh, c'est gentil, ça va, ça se passe bien en fait. Là aujourd'hui, par exemple, l'Union sociale pour l'habitat avec ses 650 bailleurs, en fait, maintenant ça y est, il utilise cette référence-là, cette librairie-là, justement pour faciliter aussi le réemploi, parce que du coup, on va savoir ce qu'on va pouvoir utiliser, de quoi c'est constitué, etc. Donc, il y a plein de choses intéressantes. À l'international aussi? À l'international, oui, donc en Espagne, beaucoup en Espagne, pas mal au Benelux aussi, chez des BFIMO, etc., enfin des foncières. Et on commence UK, en fait, chez British Land, Multiplex, qui est un promoteur, et Brookfield. Donc, et là, eux, en fait, ils sont que intéressés par le côté évidemment international. On discute aussi avec des Japonais, des gens de Bayashi, par exemple, qui sont un petit peu le Bouygues japonais, qui sont en train voilà, qui veulent utiliser notre outil pour l'exposition universelle 2025 d'Osaka. Donc, ils sont très intéressés justement, et justement, ils ne sont pas intéressés par avoir juste des FDES, ils ont plein de produits locaux. Ils veulent justement, et on les aide à ça, en fait, à travers des passeports génériques, à pouvoir les caractériser. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'internationaliser en fait en termes de besoins, de demandes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste un peu plus de 5 petites minutes. Il y a Richard qui nous demande est-ce que vous travaillez. Je suis en train d'ouvrir la question. Des partenariats pour le réemploi des matériaux en France et en Europe. Ah oui, clairement. Bon, là, c'est notre sujet, en fait. Mais, enfin, c'est corrélé. Mais aujourd'hui, dans MyEpsyCléa, en fait, on permet de fédérer les places de marché françaises, notamment françaises. On est en train de discuter avec Opalis, en fait, au Benelux, mais pour l'instant française. Donc, si vous cherchez, par exemple, des produits, alors d'une part, on peut réemployer, on peut digitaliser le diagnostic PMD dans MyEpsyCléa en le caractérisant par des passeports génériques, ce qui permet ensuite aux personnes qui ont des besoins, y compris les fabricants, de pouvoir accéder à ces gisements pour exprimer des besoins. Et ensuite, Psycléa fait des matchings automatiques et propose des écosystèmes pour mettre en contact, créer l'écosystème qui va permettre de mettre en contact le gisement et le besoin. Et ce qu'on fait également, c'est un service qu'on a ouvert en octobre dernier. On a une dizaine de places de marché partenaires, des Cycle Hub, des Stock Pro, Articonex, d'autres, qui eux ont des gisements, mais qui n'ont pas accès au marché, qui n'ont pas accès aux besoins. Comme nous, on a ces librairies de besoins, en fait, on distribue aussi leurs gisements. Ils sont accessibles aussi à travers MyEpsyCléa. Et de la même manière, si on ne veut pas faire du gisement in situ, du réemploi in situ, parce qu'on n'a peut-être pas de réemploi possible in situ, de gisement in situ, on peut faire, grâce à travers eux, du réemploi ex situ. Ça va pas le faire juste ouais. Autre question? Il y a une autre question, c'est comment un fabricant doit-il transmettre les informations sur la base? Est-ce qu'il y a un format d'échange standardisé? Et comment le client vient-il récupérer l'information pour alimenter ses propres indicateurs? Voilà, là, on est sur l'échange de données. D'accord. Il y a un fabricant se voit donner un compte d'accès gratuit, donc il peut créer du coup autant de passeports circulaires qu'il souhaite. Évidemment, il a le compte et puis il a une formation initiale, donc pour pouvoir rentrer ces informations. On n'a pas pour l'instant, en fait, parce qu'on n'avait pas encore ce besoin-là, mais on commence à nous l'exprimer de plus en plus, de l'import en masse. Ouais, de produits.
C'était un peu compliqué parce que comme on a une nomenclature très particulière, de la sortir la nomenclature pour aller dans un tableau Excel par exemple, ou je ne sais quel format, mettre les différents, c'est plus compliqué, mais je pense qu'on va, donc on est en train de spécifier comment ça va être possible très bientôt. Donc voilà, ça c'est pour la partie donc saisie des informations. Après, l'autre partie, c'était le calcul. Ben, le calcul, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai caractérisé mon bâtiment, mon patrimoine, parce que j'ai importé, donc là pour le coup, ça se fait des imports en masse, les listes de produits avec leurs identifiants de passeport, leur quantité, etc., qui constituent par exemple un bâtiment ou un patrimoine. Donc c'est là où, en cliquant sur mon bouton, je peux générer la signature circulaire automatiquement, ce qui permet du coup de pouvoir proposer, présenter, faire calculer différentes empreintes carbone, dont celle de l'aéronautique, mais pas que, la part de recyclé, la part de biosourcé, le taux de réemploi, le degré de démontabilité, l'indicateur circularité, le taux de prochaine vie sur la base des produits qui constituent mon bâtiment. Ensuite, une information sur le degré de santé, donc en masse, par rapport aux informations qu'on va trouver dans les passeports, et également ce qu'on appelle la valeur économique résiduelle, donc, qui est calculée en fait en hypothèse haute et basse, donc pour dire, voilà, c'est un petit peu comme la valeur Argus, donc d'un véhicule. Donc, je vais vous montrer. Voilà, c'est comme ça que se fait le calcul. Donc, tout ça, c'est digitalisé dans ce qu'on appelle la banque digitale des matériaux. Donc, on va avoir différentes adresses avec tous les gisements qui ont été importés individuellement ou en masse et qui contiennent évidemment le passeport. Et derrière, on a un bouton qui permet de calculer. Voilà, c'est juste modélisé, mais donc produire un rapport PDF et des écrans qui permettent de calculer tout un tas d'informations dès que vous avez sous les yeux. Est-ce que ça vous suffit comme degré d'information? Merci, très clair. Je traduis. Merci Marianne, parce que je ne vois pas tout. On est arrivé au bout, sauf s'il y a une question urgente, je propose qu'on se quitte là-dessus. Vous retrouverez, je vous recevrai aujourd'hui ou demain le lien en fait vers le replay. Ah, il y a Fanny qui a une question. Allez, avant qu'on se quitte, allez-y. Allez-y, Fanny, on vous écoute. Vous pouvez, normalement, vous pouvez parler. Oui. Non, j'ai bon fait une erreur, hein, voilà. Ah, ok, pas de question. Bah, c'est pour dire au revoir avec la. Voilà, au revoir. Il n'y a pas de souci. Donc, vous recevrez le replay. Et puis, ben, il ne me reste plus qu'à remercier beaucoup Myriam, en fait, et Tarkett en général, qui est un gros acteur de l'économie circulaire. Donc, on a besoin de grosses pointures pour pousser, initier et pousser le mouvement. Donc, merci Myriam, merci à vous, Tarkett. Je voudrais juste inviter, comme il s'agit d'une série de webinaires, est-ce que vous pensez après, sur le site de MyUpCycléa, créer une page avec tous les replays ensemble? Parce que j'ai assisté à la session la semaine dernière, c'était plutôt c'est Vinci Facilities qui intervenait, donc on voyait bien les deux aspects. Les deux niveaux d'utilisation et je trouve que les sujets sont tellement complexes que c'est important de pouvoir aussi avoir accès à ces webinaires dans le futur sur votre page. Parce que c'est une source c'est déjà d'information très accessible en fait. intéressante. Ouais. Les deux, okay. C'est déjà accessible, il faut aller dans l'actualité, tu vas sur upcycléa.com, tu vas dans l'onglet actualité et c'est là où tu vas trouver les replays de tous les webinaires en fait. Super, très bien, merci. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un très bon après-midi. Et puis, à bientôt dans le monde de l'économie circulaire. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir.